Bonjour tout le monde, c'est Loïc. On est samedi le 28 septembre, il est 8h40 du matin. Je suis de retour sur l'île et comme d'habitude, je suis avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Loïc, et puis bonjour Naren et Reshma qui nous rejoignent aujourd'hui dans le podcast, parce qu'ils vont nous parler de sujets importants. Cette semaine, évidemment, a été marquée par... Alors, est-ce que c'est un bras de fer entre le secteur privé et le gouvernement? On ne sait pas trop encore, mais du moins par la relativité salariale, le paiement de la relativité salariale, Business Mauritius qui, pour une fois, donne l'impression de s'opposer à une décision gouvernementale, donc avec un mot d'ordre qui n'en était pas un en début de semaine pour dire à ses membres ne payez pas parce qu'on met en doute la légalité des regulations qui ont été adoptées pour le réajustement salarial. Le ministère du Travail qui en quatrième vitesse refait gazetted, c'est-à-dire passé au journal officiel de nouveaux règlements sous d'autres sections. Et puis finalement, hier, Business Mauritius qui dit on va aller vers une révision judiciaire, une demande de révision judiciaire pour voir la légalité de ces réajustements salariaux. Bon, de toute façon, il faudra bien payer, visiblement, dit le ministère du Travail. Et puis, c'est un petit peu à chacun des patronats de voir les syndicats qui, évidemment, montent au créneau. Avec d'autres questions, d'ailleurs, que donc Yacine n'est pas là, mais c'est un petit peu notre spécialiste, donc on y reviendra certainement plus tard. D'autres questions, par exemple, qui se posent au niveau des employés de maison ou des gens qui sont déjà payés bien au-dessus du minimum. En fait, ça peut être le cas. Donc, quand vous allez sur le site de la MRA pour déclarer la CSG, etc., ça vous demande un réajustement. Comment on fait alors que voilà, les gens sont déjà plus payés. Souvent, d'ailleurs, ça a été aussi une des critiques du privé. Bon, maintenant, à voir comment tout ça va se mettre en place. Donc, je pense qu'il y aura de toute façon une période de flou, de mise en place, etc. Je suis pas sûre qu'on ait nos augmentations en fin de mois tout de suite. Sinon, pour revenir, alors, ce qui a refait le sujet de l'actualité de la semaine, donc c'était partie d'une conférence de presse de résistance la semaine dernière, le week-end dernier, résistance et alternative. Et Kugan Parapen en a reparlé hier soir au cœur de l'info. Hier soir, sachant que on est samedi et que le podcast va passer dimanche, donc avant-hier soir. C'est toute l'affaire Silverbank. Alors, Silverbank est le fournisseur de pétrole MMG. L'Express et Naren en l'occurrence. Naren a été un des premiers, le premier d'ailleurs, à lever le lièvre de la Silverbank, à parler de toutes les, de l'affaire de Gupta, des Ultimate Beneficiaries, quand Transfigura avait porté plainte et que Gupta avait été recherché. Donc Naren a été le premier à lever le lièvre par rapport à cette nébuleuse qui s'appelle Silverbank, qui est une banque qui était l'ex-Banyan Tree Bank, dont on s'est toujours demandé les liens avec le gouvernement, à quoi elle servait. Et il va nous refaire un petit peu la chronologie de pourquoi elle se retrouve aujourd'hui dans l'actualité. Il avait aussi écrit sur MMG, donc le fournisseur de produits pétroliers, avec toute la grosse interrogation pourquoi est-ce que cette entreprise accepte d'être payée en roupies, dont s'était vantée la State Trading Corporation, ce qui ne faisait pas sens, et sachant qu'aussi MMG est une compagnie un petit peu beaucoup controversée, d'ailleurs, qui nous poursuit, qui nous menace de poursuite, enfin elle aussi. Et voilà. À ce sujet, tiens, menace de poursuite, on va revenir sur encore notre fameuse compagnie d'aviation nationale, qui elle aussi a fait l'actualité cette semaine. Donc là, encore une fois, des avions en panne. Alors la semaine dernière, elle s'était targuée de faire, enfin son agent, son chargé de com payé 200 000 roupies a envoyé des petites notes, même pas des communiqués officiels, hein, des comme ça via WhatsApp pour dire que MK était profitable, MK faisait 200 millions de profits et tout ça. Bon, on n'a toujours pas le rapport officiel annuel. Je crois savoir qu'il y aura une interview de Cartier
dans l'Express. En attendant, il y a eu d'autres choses par rapport aux avions bloqués, aux petits avantages que peuvent payer en billets. Donc ça, Rachman nous en parlera avec cette fois-ci un communiqué bien émis à l'officiel. Donc on va revenir un petit peu sur notre sujet. Et puis, si on a le temps, on reviendra sur quelques jugements intéressants et le Blue Eyed Boy Gopi. Donc voilà, donc Naren, à ton Oui, tour de nous rappeler un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi et comment toute cette polémique Silver est née déjà dans le sillage de la Banyan Tree un petit peu, nous refaire un petit peu l'historique de cette polémique qui rejaillit aujourd'hui parce que c'est nos sous. oui. D'abord, bonjour à tout le monde. D'abord, il y avait les Banyanteries avant, dans laquelle les institutions de l'État avaient placé de l'argent. La municipalité de Cuepipe, 90 millions à l'époque, la municipalité de Port-Louis, 50 millions, la MHC, 200 millions, plus de 200 millions, et puis il y avait MHC, non, NIC, et il y avait aussi MHC et, une autre institution. Alors, Banyanti est entré sous l'administration. Donc, l'argent est resté bloqué là-bas. Il y avait même une histoire pour la municipalité de Kyopip. On aurait pu retirer l'argent. On a retardé volontairement, première intervention comme un plein. On a fait tout pour retarder le retrait de cet argent et on a laissé Banyanti entrer sous l'administration. Donc, la municipalité avait toujours ces 90 millions là-bas. C'est pour ça qu'elle n'avait pas d'argent pour réparer les routes, etc. Et puis, Banyantree a été reprise par Silverbank, dont bon, il y a plusieurs niveaux de ça, de direction, mais c'est la femme de Pratik Gupta qui s'appelle Ginny Gupta, qui détient 75% des actions. Et là, hier, j'ai appris, grâce à Kougan, encore une fois, que Banyantree, elle, était possédée à 10% par un certain Sanjeev Gupta, qui est encore, lui aussi, pas Pratik Gupta, Sanjeev Gupta, qui est encore un escroc international, qui est connu dans le milieu. Et il a même montré une photo où Pratik Gupta et Sanjeev Gupta sont ensemble. Donc, voilà. C'est Silverbank avec un autre Gupta. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, l'Express a toujours suivi cette affaire-là, mais là, dernièrement, c'est Kougan Parapen qui, comme si, a commencé à partir de la fin, que nous ne savions pas. Il y avait une cargaison de pétrole en août qui devait être débarquée, n'a pas été débarquée, personne ne le savait. Kougan a été au courant et il a fait des recherches en amont. Alors, il a vu que MMG, celui qui allait livrer le pétrole, c'est une compagnie bahreïnienne dirigée par le Pakistanais dont le siège social se trouve au Singapour. Il exigeait d'être payé en roupies, en dollars. Là, il faut savoir, l'Express avait déjà parlé de ça, on se demandait pourquoi une compagnie étrangère allait accepter d'être payée en roupies. Pendant la PNQ de Xavier Duval n'a pas insisté pour savoir pourquoi MMG allait recevoir des roupies. Donc là, avec recul, on réalise que Xavier Duval, qui est un expert comptable, qui est quelqu'un de très intelligent, pourquoi il n'a pas poussé la ministre Dorine Chakouri pour savoir pourquoi elle était payée en roupies. Hein? D'ailleurs, Xavier Duval avait parlé il était un bon leader de l'opposition. Maintenant, on réalise un peu, il était aussi peut-être un bon acteur. Parce que Xavier Duval avait parlé de 16 milliards alors que c'était 30 milliards. Il y avait beaucoup d'erreurs. Bon, il n'a pas demandé pourquoi MMG a accepté en roupies. Nous aussi, tout le monde ne savait pas pourquoi MMG a accepté d'être payé en roupies jusqu'à ce que. Parce que de toute façon, les roupies ont été converties en dollars. Parce que, comme je disais, MMG, qu'est-ce que MMG va faire des roupies? À moins qu'il achète quelque chose ici. Donc, ça a été converti éventuellement. Donc,
Mais là, Kougan a apporté la réponse. Il a dit, c'est pour que Silverbank soit recapitalisé, pour renflouer Silverbank. Et là, il faut savoir, quand une banque est en manque de capital et en manque d'argent, il y a deux raisons. Soit qu'il n'a pas assez de dépôts, ou qu'elle a trop prêté de l'argent, plus qu'il en faut, ou alors ce qu'elle a prêté n'est pas remboursé. Et c'est ce qui semble arriver parce que l'Express a révélé qu'il y a 8 milliards de créances douteuses. C'est un chiffre inimaginable. C'est peut-être le plus gros scandale, 8 milliards. Donc, c'est pour cette raison-là que on a faussé donc, selon Kougan, et je tends à être d'accord avec lui, on a poussé MG à déposer ses roupies là-bas, tout en sachant que MG allait transférer les dollars par la suite. On a mis les roupies là-bas, mais aussi, il y a surtout un gros problème. La Silverbank a été, on a appris le détournement de Trafigura de 25 milliards de roupies, 560 millions de dollars en Europe, en février 2023. La Banque de Maurice a laissé Silverbank continuer à opérer, quoique c'est Pratik Gupta, le mari de Ginny Gupta, qui est à la tête de Silverbank, il a laissé opérer. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Banque de Maurice? Elle a envoyé un cadre gérer directement Silverbank. Et ce cadre-là, l'Express va bientôt révéler son nom. On dit qu'il est proche du ministre des Finances, mais je vais revenir là-dessus. Le ministre des Finances, peut-être, on l'utilise, ou bien lui aussi, on ne sait pas son rôle exactement. Ce représentant de la Banque de Maurice, à partir de février 2023, il était soi-disant là pour veiller à tout ce se passe bien. Oh, c'est pendant que la Banque de Maurice contrôlait directement Silverbank, que Silverbank a non seulement continué à prêter de l'argent à des clients douteux, mais à en donner encore plus. Donc, quand Silverbank, c'est le type, vous savez, c'est lui qui autorisait tout. On a donc ce qui fait qu'il y a la Banque de Maurice le savait, le gouvernement le savait, les ministres ne répondaient pas aux questions au Parlement, ce qui prouve qu'il y avait un cover-up. Donc, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi ce cover-up. La réponse, on le saura peut-être dans la semaine. Ok. Sachant qu'il y avait des sous aussi du Consolidated Fund, non, dans la Silverbank. Oui, tu te rappelles, quand j'avais écrit qu'il y avait 4 milliards de Covid Fund. Covid Fund, c'est même cet argent dont la majeure partie provient des taxes sur le carburant. Maintenant, vous réalisez pourquoi le gouvernement ne veut pas retirer la taxe sur le carburant. Bon, cet argent-là allait alimenter un fonds qui s'appelle le Covid, un truc comme ça, mais on appelle ça Covid Fund. On avait placé 3 milliards. Après notre article, on a retiré 2 milliards. Et là, j'apprends qu'on a retiré encore. Donc, c'est ce qui a provoqué ce retrait, qui a provoqué un peu la chute de Silverbank. Ils ne pouvaient pas laisser ça. C'est un peu comme la Banque Brammer, quand Jack Knight avait retiré son argent. Et puis, il a fait comme les autres retirer son argent, ça a provoqué la chute. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Mais on a quand même l'impression que c'est une banque qui est, c'est pas une banque d'État, mais c'est une banque qui est contrôlée par le gouvernement, ou du moins ses sbires, ou du moins voilà, qui a un lien avec le gouvernement, et qui en même temps a un lien avec un escroc notoire, en l'occurrence Pratik Gupta, et ça c'est quasi officiel à l'international. Donc à quel moment, d'ailleurs pareil, Kougan parlait du problème de due diligence, bon, à quel moment il y a une forme de complicité, ou alors à quel moment on est tellement bête qu'on ne le voit pas. Enfin, la frontière est un peu floue là, j'ai du mal à comprendre. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que
tout ce qui s'est passé à la Silverbank, ça a été possible grâce au gouvernement. Pareil comme la State Bank, les directeurs ont été permis de quitter le pays. Il y a un Géorgien, c'est pas un Géorgien des États-Unis, hein, du pays de l'Est, de l'Europe, qui s'appelle Vassil Rajvili. Il a été c'était lui le CEO. Il a été autorisé à quitter le pays. De même que les assistants directeurs, il y avait une dame aussi, elle a été autorisée à partir et même à quitter le pays. Je crois là, elle est retournée. Tout le monde, pareil comme à la State Bank, quand on avait perdu les 12 milliards, tout le monde a pu partir. Premier, le bureau passeport, personne n'a fait d'objection. Ils sont partis. Les questions qu'on ne répond pas au Parlement, et la Banque de Maurice, qui n'a rien vu, qui ne voit toujours rien, et comme le rappelle Kougan, la Banque de Maurice n'a toujours pas communiqué pour dire pourquoi on a mis Silverbank sous tutelle. Il y avait une question, je crois, de Johanna Béranger qui n'a jamais été répondue. Il y avait Adil Mia aussi, non, Adil Mia c'était avant, il y avait une question de Boulel pour savoir si la Banque de Maurice a même donné de l'argent à Silverbank, on n'a pas répondu. Donc, pour vous dire qu'il y a vraiment un cover. Pourquoi ce cover? Qu'est-ce que... Ben, l'Express va tenter de répondre à cette question dans la semaine. Super. Mais écoutez, lisez l'Express alors. Parce que c'est vrai que c'est une belle omerta. Oui, je me rappelle que Padayachi avait botté en touche, soi-disant sous le secret bancaire pour pas répondre. Et c'est la grande excuse, quoi. Allez, deuxième sujet qui fâche, on va dire. On passe aux avions maintenant. Alors ça, c'est un peu le plat de Rachma, mais une reine aussi. On voit que le fameux avion dont tu avais parlé, qui était bloqué à Mumbai, a de nouveau une panne de moteur. D'ailleurs, tu peux nous expliquer, c'est le même moteur qu'on doit rechanger? Enfin, ça se passe comment? Oui. Qu'est-ce que tu as à nous en dire, Rachma? Oui, bonjour tout le monde. Donc, il y a deux avions de MK qui a des problèmes. Le un A330, c'est l'appareil qui était bloqué à Mumbai en janvier, février. Donc, il a passé, je crois, 2 mois grounded. Et puis, on a trouvé un moteur de Turquie pour remplacer. L'avion est retourné en circuit, je crois, vers avril. Mais déjà, que lorsque le moteur avait été changé sur l'avion, une semaine après, il y avait eu des problèmes encore sur l'appareil. Mais on a dit que c'était normal, que c'était des tests qu'ils effectuaient et l'avion a pu voler pendant un certain temps. Et là, c'est ce même avion qui a un autre problème de moteur. Un moteur on ne sait pas si c'est le même ou c'est un autre, mais MK, je vois, est en train de dire que oui, c'est un peu normal que les moteurs ont un lifetime et après un certain temps, il faut changer. C'est quelque chose de normal. Et là, ils sont en train de faire les démarches pour trouver un moteur. D'après les informations, ils ont pu en trouver un à Dubaï, quelque chose comme ça. Et là, peut-être, l'avion est grounded déjà depuis plusieurs semaines et pourrait l'être encore pour des semaines encore parce qu'on ne sait pas si le moteur va être compatible ou pas. Et là, ils vont essayer de changer. Mais le truc dedans, c'est que lorsqu'on avait échangé la première fois le problème de moteur, lorsque l'avion était grounded, on avait eu un moteur que MK avait pu récupérer de la Turquie. Mais déjà là, ça faisait polémique parce que on se demandait est-ce que le moteur c'était compatible? Euh, Est-ce que ça vient de Rolls-Royce? Parce que tous les moteurs des Airbus, c'est Rolls-Royce qui est l'unique compagnie qui fournit ces moteurs-là. Donc il y avait pas mal de questions sur est-ce que c'était fiable? Est-ce que l'appareil allait pouvoir voler avec ce moteur-là? Et MK a persisté à continuer à dire que oui, il n'y a aucun problème. Les appareils sont fiables comme toujours. Il n'y a pas de problème de sécurité et tout. Et là, revoilà que l'appareil est tombé en panne depuis plusieurs semaines encore. C'est ce même moteur-là. Et en parallèle, il y a un autre A350 qui devait faire le vol de Paris depuis mardi le 24. Donc, les passagers ont reçu un premier message pour leur dire que le vol allait être reporté, annulé. Et le lendemain, ils sont retournés à l'aéroport le mercredi et là, toujours pas d'avion. On leur dit encore que suite au problème de panne technique, que l'appareil n'est pas en mesure de voler. Donc, du coup, les passagers, plus de 200 personnes sont restées coincées à Paris pendant 2 jours.
2 jours sans vraiment de communication. Qu'est-ce qui se passe quand ils allaient avoir le vol? Le troisième jour, ils ont pu retourner sur un autre appareil, pas l'appareil qui était en panne. Et c'est notre avion qui a fait le trajet. Et je vois qu'une fois de plus, bien que MK continue à dire que oui, elle fait tout pour mettre les passagers en confort quand il y a ces problèmes-là, c'est inévitable. Ben, on communique avec les passagers, on essaie de leur donner comme si tout pour qu'ils soient à l'aise en attendant que le problème soit réglé. Mais la réalité, une fois de plus, montre que c'est pas pareil parce que les gens sont encore plus sur les réseaux sociaux, même ouvertement à dénoncer le traitement, à dire comment ils ont passé ces 2 jours-là à attendre sans vraiment une communication de MK. Le premier jour, ils savaient même pas s'ils allaient avoir l'hébergement, s'ils allaient être logés dans un hôtel, pas de bon de repas, rien. Bon, même s'ils obtiennent un bon de repas, c'est un bon de repas pour un burger presque pratiquement qui représente rien comparé à tous les problèmes auxquels ils ont à faire face. Donc, une fois de plus, 200 passagers de Air Mauritius sont restés bloqués à l'aéroport. Bon, à part la suite, ils ont été hébergés quelque part, mais toujours sans communication, sans vraiment des facilités pour pouvoir faire face à cette situation. Ces personnes, les touristes qui devaient voyager, ont perdu 2 jours de leur voyage. Et ils viennent pas pour beaucoup de temps, des fois pour 10 jours, pour 12 jours. Donc, 2 jours de leur voyage ont été comme si ils ont été pénalisés à cause de ces fautes-là. Mais le truc dedans, c'est que MK persiste ici et continue à dire que ces avions n'ont aucun problème et que ces avions sont fiables. Mais à voir que les pannes récurrentes, que sur les mêmes appareils à chaque fois, on se demande est-ce que s'il n'y a pas vraiment un problème, parce que à chaque fois que quand l'Express a écrit qu'il y a des problèmes de sécurité, de fiabilité des appareils, MK est venu en avant pour dire que non, c'est pas vrai, que les avions sont fiables, que les passagers sont vraiment pris en compte, que tout va bien, il n'y a aucun souci, mais là, c'est pas l'Express qui a dit, hein, c'est que les passagers sont venus en eux-mêmes. avant eux-mêmes Ouais. pour dire sur les réseaux sociaux comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. D'autres sites en a parlé. Et Ouais. il y a Bah, aussi eu entre-temps. Ouais, autre chose que MK a mis dans sa plainte, qui a dit qu'on avait écrit faux, c'est le fait que Indigo allait faire des vols. voilà, Sauf c'est qu'il ça. s'avère Voilà. qu'aujourd'hui, bah, c'est bien officiel. Donc, encore Exactement, une j'allais fois, venir dessus. Oui. Mm. L'Express était le premier à parler de Indigo, de l'accord avec Indigo déjà depuis, je crois, que c'était en juin, à peu près juin, mai-juin. Et voilà, justement, dans la plainte, on avait écrit 2 papiers, une pour dire que voilà, il y avait un accord avec Indigo, et un deuxième papier pour dire que voilà, l'accord a été conclu et que incessamment cette année, vers septembre, octobre, Indigo va commencer ses opérations à Maurice. Dans la plainte de MK a catégoriquement nié et est allé même jusqu'à dire que l'article était diffamatoire parce que ça porte préjudice par rapport à ses autres partenaires, qu'il a été jamais en négociation avec les autres partenaires et que ça va porter préjudice parce qu'il a déjà un accord avec Air India et Vistara. Et voilà que le CEO de Indigo, dans la presse internationale depuis une semaine, annonce déjà que Indigo va commencer ses opérations à Maurice à partir du 19 novembre sur la route Bangalore-Maurice. Et Indigo va être la seule compagnie à exploiter cette route parce que jusqu'ici, il n'y a pas de vol direct Bangalore. 4 vols par semaine, une destination dont la compagnie aura un peu le monopole parce qu'elle sera la seule à faire ce trajet. En parallèle, il y a Air India et Vistara. Et Air India a acheté Vistara. Donc, Vistara va plus exister dans quelques temps parce que ça a été scrap. Donc, côté part du marché, côté compétition, ça pourrait peser lourd pour MK. Mais on attend parce que MK jusqu'ici n'est pas venu dire officiellement à travers un communiqué, comme il le fait toujours pour annoncer les vols, pour annoncer les nouveaux partenariats, que Indigo va bientôt être dans le circuit. Mais il devra le faire parce que dans 1 mois, 2 mois, Indigo va commencer ses opérations, même commencer à market pour les billets Mm. pour que Mm. les personnes puissent acheter online. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est là, qui est bien concret. C'est pas du fausse news, c'est pas du n'importe quoi. Récemment, à propos de communiquer, pardon, Loïc, il y Oui. a aussi on a entendu on a entendu dire que Charles Cartier avait menacé les syndicats de mettre Air Mauritius sous administration. Et Oui. puis, c'est la même Air Mauritius qui annonce 200 millions de profits. Mais ces 200 millions de profits annoncés là,
Ça n'a jamais paru nulle part officiellement, n'est-ce pas? Seulement des journalistes qui ont repris Exactement la ça, reine. n'est-ce pas? Exactement la reine. C'est 200 millions, mais on voit les chiffres nulle part sur des documents officiels. D'ailleurs, il faut dire que le rapport financier, l'audit financier de MK n'a toujours pas été rendu public. On attend toujours. C'est ça justement parce que MK parle de profit de 200 millions, mais jusqu'ici, comme il a l'habitude comme tu dis, Lara, de mettre plusieurs communiqués pour mettre les points sur les i pour bien chose, mais là, on voit rien en termes de noir sur blanc, des chiffres pour dire qu'effectivement, MK a fait des profits de 200 millions. Et aussi, on se dit que si MK peut parler des profits de 200 millions, mais pourquoi ne pas publier le rapport, le rapport financier? Pourquoi il n'est pas en mesure de le rendre public? Au moins, Il a 3 ans de retard, non? Pardonnez-moi. Depuis 2021, il n'y en a pas eu. Corrigez-moi. 22, Ouais. non, 23, je crois, je dois avoir. Ouais. 2 ans, 2021 ou peut-être 2022, je 2 ans. crois. Ouais. Ouais, mais le dernier rapport aussi, c'est ça. Et on a réévalué les actifs. C'est ça qui a provoqué une hausse des revenus. C'est pas fiable, hein. C'est pas fiable. Mais Il faut là, je regarder. crois que Montel avait l'occasion, quand il a émis un communiqué pour réfuter ce que le Boursier avait dit, qu'elle allait être mise sous l'administration. Mais pourquoi dans ce communiqué, elle n'a pas dit clairement, non, nous avons euh, réalisé 200 millions de profits. C'est seulement les journalistes, certains titres de presse qui ont parlé de ça. Il n'y a rien d'officiel. Oui, il n'y a rien eu Euh, d'officiel. Ce sont des informations qui étaient circulées comme si par message, par courrier, mais pas de document officiel émanant de MK pour dire que voilà, on va pas aller en administration volontaire parce qu'on a fait 200 millions de roupies de profit. Concernant les communiqués d'ailleurs, bon, Hermoshes en est argué d'un là cette semaine en parlant des primes pour les billets. Il y a quelque chose qui cloche, non? Tu avais l'air de dire, Ashma, par rapport au Oui, pourcentage. au fait, ça, c'est parti à partir d'un post que le député Shakil Mohamed avait mis sur sa page Facebook sur un membre du board qui avait bénéficié, un membre du board et sa famille qui avaient bénéficié de plusieurs billets rabais de 90% pour voyager en décembre et en janvier. Et les voyages avaient été approuvés et signés par le CEO Charles Cartier. Donc, du coup, ça fait un gros polémique, plusieurs personnes. Et je crois le lendemain même ou le même jour, MK a émis un communiqué pour dire que voilà, il a pris connaissance que il y a des informations confidentielles par rapport à ce qui se passe qui ont été mises à jour et que c'est pas correct, que c'est un délit Encore selon la le gouvernement. menace, comme le Oui. procès, voilà. Oui, divulgation personnelle, contraire à la loi, protection et que ceux qui ont droit à des billets au rabais, il y a un contrôle strict et rigoureux, que tout se fait dans la transparence et tout bien beau. Mais le truc, c'est que à la fin du communiqué, le MK dit que oui, que dans le passé, tous les membres du conseil d'administration avaient droit à des billets au rabais durant toute leur vie. Donc, même s'ils étaient plus membres, ils avaient toujours droit aux billets réduits. Mais que depuis 2021, ils ont changé, que la pratique a été abolie, il n'y a plus ces privilèges et que les membres du board ont droit à des billets réduits à 50% valables seulement durant la durée de leur mandat. Mais ce qui cloche, c'est que sur le document circulé par le député Shakil Mohamed, qui paraît en plus qui paraît vrai parce qu'il y a la signature du CEO, on voit que les rabais étaient à 90%. Donc, c'est un peu contradictoire que MK vient dire dans son communiqué que oui, qu'à partir de 2021, les membres du board ont droit à un rabais jusqu'à 50%, alors que lui, il a approuvé un rabais de 90%. Déjà, là, il y a quelque chose qui cloche. Comment lui, il a pu avoir 90% si MK dit que c'est juste jusqu'à 50%. Et déjà aussi, on voit que la période que ces personnes-là sont en train de voyager, on se demande si des personnes les membres du board sont en train de voyager avec un billet 90%, donc ils payent que 10% de leur tarif en classe affaires pendant décembre et janvier qui sont des pics périodes. 4 ou 5 personnes sont en train de voyager avec seulement 10% en classe affaires, décembre, janvier, pic période même. Mais est-ce que ça représente pas un manque à gagner pour la compagnie que une autre personne aurait pu payer son full tarif pour voyager en classe affaires durant ces périodes-là?
Mais là, on se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas de, il y a pas de gaspillage? Est-ce que c'est vraiment des décisions qui sont prises, des décisions justes et correctes qui sont prises après un contrôle rigoureux et strict pour permettre à des personnes de voyager pour payer juste 10% en classe affaires pour plusieurs personnes, juste parce ils sont des membres du board, alors qu'il y a des passagers qui peuvent payer la totalité, qui peuvent payer 200 000 roupies, par exemple, je sais pas, pour une place en classe affaires. Ouais. Et ça, c'est que ce Et qu'on MK sait. trouve tout cela juste et correct. Donc, si on en parle, on est menacé. On est menacé de violer les lois, d'être en infraction à l'État. Et donc, du coup, il faut rester tranquille et accepter. Rachma, Tu avais quelque chose à ouais, est-ce qu'il y avait des rumeurs que MK, surtout pendant Covid, cherchait acheteur? Ça, c'est une fausse rumeur ou ça a complètement disparu? Ah oui, je crois que c'était un peu, oui, un peu comme tous les rumeurs qu'il y avait eu pendant la période Covid pour dire que vu que la compagnie était en difficulté, que ça allait être repris par d'autres, Emirates et tout. Mais c'est quelque chose qui n'y a pas eu de suite, je pense, après. Parce que bon, de toute façon, c'est notre seule compagnie nationale, hein. Si on perd cela, ben, on est mal barré. Et quoi qu'il en soit, peu importe, comme si tout ce qu'il y a, je crois que c'est dans l'intérêt de faire tout ce qu'on peut pour sauver la compagnie. Mais avec l'attitude et avec la mentalité qu'il y a et avec les personnes qui sont à la tête, ça devient de plus en plus difficile. Ok. Bon, bah écoutez, il y avait plein d'autres sujets, mais ça commence à faire un petit peu de temps. Il y a d'autres choses sur lesquelles vous auriez souhaité revenir. Donc, il y a un petit peu ce jugement-là dans l'affaire Michaela Hart. Peut-être qu'on pourra y revenir dans un podcast sur la cour. Il y a aussi ce Mhm. qui se confirme, c'est que Avinash Gopi a bien besoin de son terrain, de son terrain à réduit pour étendre son business. Alors ça c'est pareil, Naren avait déjà sorti le lièvre il y a très longtemps. Les relations incestueuses entre Donald Payen, qui est conseiller de Bigadou, donc dans le tourisme, Avinash Gopi, qui aussi d'ailleurs siège à je crois que c'est la Tourism Authority ou quelque chose comme ça, Ouais, tellement. et ce projet, donc la compagnie Luxury Retirement qui a Royal Green, etc. Donc ça, Naren aussi avait levé le lièvre il y a longtemps Hmm. sur l'actionnariat de Luxury Retirement Village, n'est-ce pas, Naren? Yes, c'est vrai. Ce que nous avions dit, maintenant on a vu que c'était vrai. Il a, Gopi a non seulement obtenu des terrains de l'État, et dans l'Express de dimanche, vous verrez, il y a autre chose encore. Il a obtenu des terrains, mais il a aussi obtenu des prêts de MIC. Vous savez que MIC, les conditions ne sont pas comme les banques. On vous prête. Je ne sais pas s'il y a assez de sécurité et le taux d'intérêt est assez favorable. Et en plus de ça, il a eu un business de l'État. Il y a la FSI, il y a EDB, il y a beaucoup d'organisations il prend des terrains de l'État, il prend l'argent de l'État, il construit des bâtiments et puis il loue ces bâtiments à l'État. Qui dit mieux? Vous voyez? Et c'est pas tout. Il y a, il y a d'autres abus encore qui ont été commis qui va être révélé dans l'Express de dimanche. D'ailleurs, il faut Mais savoir que Royal Green, qui est soi-disant une maison de retraite et une clinique, organise un tas de fonctions. En fait, c'est plus un hôtel, hein. Tu peux y aller en villégiature, tu peux louer une chambre, même si t'es pas vieux. Et il organise des fonctions pour les organismes d'État, etc. Donc, c'est un business très, très lucratif. justement, Sorry, tu as Laren, parfaitement raison. Tu as il faut que raison. je fasse ce Yes. commentaire là. Je ne sais pas comment il juge quelqu'un être vieux. En fait, c'est juste un commentaire. Ouais, donc ils ne sont pas très vieux. Non, mais justement, tu as raison, Audrey. Il a eu le certificat pour faire une maison de retraite, donc payer moins de frais que vous verrez dans l'Express. Il y a beaucoup de frais qui ont été levés, mais à la fin, C'est c'était un hôtel. juste un hôtel, des gymnases, pas pour les vieux. Et il va Les faire vieux sont pareil à ravenus. côté. Ok. Ouais. Bon, ben, on va finir sur ces bonnes paroles, je pense, hein, parce qu'on va pas retenir tout le monde.
On reviendra sur de nouvelles aventures la semaine prochaine. Alors peut-être que la semaine prochaine, on n'aura plus de parlement, mais qui sait, qui sait. On verra ça la semaine prochaine. Tout le monde On me dit, est bon? une dernière chose, Oui. je peux te dire, on me dit vendredi, on va annoncer les candidats de l'Alliance du gouvernement vendredi et probablement dimanche prochain, le président de la République va annoncer la dissolution. Oh là là. C'est à confirmer, je le tout ça. Mais Cette information-là. c'est vendredi le 4 octobre, ça, Naren. Ouais. Oui, Et oui, dimanche. oui. Et dimanche, probablement, le président annoncera la dissolution du Parlement. Enfin, c'est une source assez fiable, je ne sais pas, ça peut changer aussi. Ok. Ben, écoutez, on va en reparler dimanche, sachant que là, donc le dimanche dont nous parlons, donc demain pour nous et aujourd'hui pour les internautes, il y aura la grand-messe des personnes âgées à Paille et donc Pravin Jagnat devrait probablement encore faire une annonce. Voilà. Encore une fois, une bagarre de Briani, j'espère pas. Mais enfin, on verra. Allez, merci tout le monde. Passez un beau samedi, dimanche, week-end et bonne semaine dans la joie et la bonne humeur de ce merveilleux paradis. Merci Audrey, merci Naren, Merci tout merci le monde. Au Rachma. revoir. Bon week-end, Au bye. Au revoir.